وايضا احيي زميلي فوزي علي الكليه على هذه المبادره وتشجيع الحركيه العلميه، وايضا احيي كل الزملاء والضيوف الكرام من الجامعات الاخرى، وايضا زملائي وزميلاتي في الكليه والطلبه الاعزاء. دونك البدايه يعني الموضوع اللي غادي نتحدث عليه مرتبط بالرفاه الاجتماعي، مرتبط بالرفاهيه، لكن من منظور تكنولوجي، باعتبار ان التكنولوجيات اصبحت اليوم يعني شيء حاضر بقوه في حياتنا اليوميه، والحمد لله يعني المداخله تاع فوزي تاع سمير يعني يسهلوا علينا المأموريه، باعتبار ان عطاونا ربما طرح متعدد الابعاد لمفهوم الرفاهيه، خاصه من منظور بعدها الذاتي، وايضا ضروره ادماج متغيرات خارج الابعاد الكميه لفهمها، وبالتالي نظن بهذا الشيء غادي يساعدنا كثير. دونك d'aborder cette question du bien-être digital, on peut dire bien-être digital, on peut parler aussi de bonheur digital ou numérique. Donc à l'ère de la transformation digitale que nous vivons actuellement, donc il y a un vif besoin de mener une certaine réflexion autour de cette problématique. C'est-à-dire, est-ce que la présence de ces technologies dans notre vie quotidienne a bouleversé positivement ou négativement? Certainement, comme toute innovation humaine, il y a les aspects positifs et les aspects négatifs. À un certain moment, on dit que l'être humain a horreur du changement, donc il est un peu sceptique, il cherche à garder ses repères et ne pas entrer dans une aventure nouvelle, quelle que soit sa nature. Donc avec le digital, il y a beaucoup de soucis en termes de peur, en termes de réticence concernant le changement. Mais est-ce que ces réticences sont justifiées ou pas? Si je prends par exemple au fil de l'histoire, Platon, depuis l'Antiquité, il était un peu réticent par rapport à l'apparition de l'écriture. Il considérait que l'écriture va effacer une partie de nos souvenirs et de notre histoire. C'est-à-dire, pendant qu'on va rédiger notre vécu, on va laisser tomber dans notre tête nos souvenirs. Donc, il s'agit d'un souci. La même chose avec l'invention de la machine à vapeur, et notamment les trains, les premiers trains en Amérique. À l'époque, ils considéraient, au XVIIIe siècle, que le fait qu'une femme va monter dans un train, il y a un risque majeur que son utérus s'explose. Donc la femme, à ce moment-là, doit éviter à tout prix de prendre le train. Donc le train, c'est une invention réservée uniquement pour les hommes. Donc, mais qu'est-ce qui s'est changé réellement par rapport à notre temps? Ce qui s'est changé, c'est bien la science qui s'est développée, notamment dans le domaine du digital, avec le développement des sciences psychologiques et neurologiques. On peut mesurer réellement est-ce que le digital va influencer négativement ou pas notre quotidien. D'ailleurs, une chose qu'on peut démontrer au quotidien, chacun de nous vit des expériences avec le digital, notamment avec l'Internet et les différentes applications et les outils connectés à l'Internet. Il peut mesurer à quel niveau ces outils vont influencer, ou plutôt ils ont influencé ses habitudes initiales. Et à quel point on crée des pathologies au niveau individuel et au niveau collectif. Donc la science, elle est là pour prouver effectivement qu'il y a des dangers majeurs sur le bien-être humain via l'usage des technologies. Donc à ce moment-là, on peut poser la question, est-ce que réellement on n'est pas sur la mauvaise voie? Est-ce que tous ces développements technologiques vont améliorer notre bien-être ou plutôt à l'inverse vont le détruire? Donc c'est l'objet de mon intervention. Donc je vais argumenter en défaveur de cette genèse des technologies et considérer qu'elles présentent une menace majeure pour le bien-être individuel et social. D'ailleurs, je commence par une définition donnée par Ben Marsou en 2018
sur ce qui est le bien-être par rapport au digital, c'est tout simplement ma liberté à utiliser mon temps qui m'appartient, moi, l'homme libre, comment j'utilise mon temps par rapport aux valeurs auxquelles je m'adhère. Donc le temps pour sentir dans une situation de bonheur doit être géré par rapport aux valeurs des personnes. Maintenant, si le digital va inverser la tendance, il va me pousser à utiliser mon temps selon une autre logique qui ne reflète pas mes valeurs, là je peux facilement conclure qu'il ne s'agit pas d'un outil qui favorise le bien-être humain. Donc, c'est le principe. Sur l'hypothèse de base, comme je viens de l'énoncer, je considère et je m'adhère dans la thèse qui est actuellement grandissante avec l'apparition de plusieurs labos de recherche, de plusieurs commissions qui cherchent à savoir à quel point ce digital est en train de détruire l'être humain. Et comme anecdote, hier, en travaillant sur mon intervention, ma femme était assise à mon côté, elle regardait la télévision. Comme par hasard, il y avait deux films qui concernent la thématique qui ont été diffusés. Il y a Robot Overlord sur Dubai One et Automata sur NBC Max. Et comme par hasard, l'atmosphère générale était dans une ambiance totalement technologique. Mon PC devant moi, mon smartphone à mon côté, ma femme bien sûr à mon côté, la télévision en face et le smartphone de ma femme à son côté. Ça veut dire au moins les 4 devices qui sont connectés du fait que la télévision et les smartphones, donc elle est aussi connectée. Hein? Donc l'ambiance elle est plus que technologique que humaine. Donc tout cela nous pousse, il pousse les chercheurs, notamment les philosophes, les sociologues, pour poser des réflexions plus profondes sur le bienfait du digital dans notre vie. Certainement, dans la littérature, on va trouver deux tendances majeures. Une tendance qui plaide que le digital et l'intelligence artificielle, tout ce qui est robot-machine, ne présentent aucune menace pour l'humanité. Par contre, c'est des solutions, des inventions humaines qui facilitent et augmentent notre bien-être. D'ailleurs, il avance ses arguments lorsqu'il parle de l'assistance aux populations qui sont devenues de plus en plus vieilles dans les pays développés. Il parle aussi que, quelle que soit l'évolution de robotisme et de l'intelligence artificielle, elle ne dépassera jamais notre intelligence humaine, divine. Il avance aussi le fait que le robot ne peut jamais acquérir des sentiments. Donc, pas de souci ni pour les femmes ni pour les hommes. On ne verra jamais un jour qu'un robot se maria avec une femme ou vice-versa. Donc, c'est autant d'arguments qui nous laissent un peu à l'aise sur cette idée-là. Mais le sens inverse, notamment la deuxième hypothèse qui considère que cette évolution historique qui, between brackets, c'est considérée comme le quatrième âge de la machine et de la révolution industrielle, notamment par Schwab, qui est le fondateur du Forum économique de Davos. Donc, c'est quelque chose de plus profond qui est en train de s'arriver à notre vie. Donc, il y en a beaucoup qui disent que le fait que l'être humain est doté d'une intelligence, ça sert à quoi de développer une intelligence en parallèle par laquelle on dote la machine. C'est vraiment quelque chose d'inutile. Surtout qu'on vit dans une économie, dans un monde pragmatique, que l'être humain cherche d'être pragmatique. Donc du fait que je suis intelligent, ça sert à quoi? Que je développe une machine intelligente en tant que moi, au plus. Le deuxième argument en faveur de cette tendance lourde, c'est le fait que les robots vont travailler à notre place. Là, il y a deux conséquences majeures. Tout d'abord, nous n'aurons rien à faire après. Donc, il y aura certainement une explosion du taux de chômage, notamment dans les pays développés, mais aussi une conséquence plus profonde et plus ancrée dans le temps, dans le futur, c'est le fait que l'être humain va totalement perdre ses habilités à travailler. À un certain moment, si vous demandez à quelqu'un, s'il te plaît, allume
la lampe, il te dit comment faire pour allumer la lampe. Parce que tout simplement, il a oublié, il a effacé de ses pratiques quotidiennes qu'il y a un interrupteur, ou plutôt un moyen pour connecter mon geste manuel humain avec la lampe. Et ça pose vraiment des problèmes sérieux en termes de discussion dans les pays développés. Un autre problème, c'est que le robotisme et l'intelligence artificielle, lorsqu'elle remplacera l'être humain au travail, elle va ravager tous les travaux standards. Tout ce qui est travail standard va être remplacé. Donc, en fin de compte, il ne restera que le travail plutôt spécialisé. Et là, ça se posera un autre problème. C'est que le travail spécialisé nécessite des connaissances et une éducation très élevée. Et puisque Samira a évoqué Stanford et les prestigieuses universités américaines, la moyenne des frais d'inscription annuels dans les universités américaines, c'est 55 000 $. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Or, pour acquérir ce travail spécialisé, lorsque la machine va nous remplacer dans les travails standards, il faut passer par des études très élevées. Donc, nous aurons peut-être un paysage dans lequel le fossé et les inégalités entre les riches et les pauvres deviendra plus profond. Ça veut dire, ce n'est pas une question d'intelligence, une question d'accès aux ressources pour accéder au savoir, pour accéder au travail. Donc, le pauvre doit faire un détour magique et ne trouvera jamais la porte d'accès pour aboutir à un travail spécialisé. Le quatrième argument qui est vraiment très fort, c'est que les technologies finiront par contrôler notre destin. L'intelligence artificielle aura la possibilité de déterminer qui a le droit de travailler et qui n'a pas le droit de travailler. Qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre. Ça veut dire qu'elle va prendre des décisions d'ordre éthique, et l'éthique était réservée depuis la création de l'être humain par Allah subhanahu wa ta'ala à l'homme. À ce moment-là, on peut imaginer des scénarios très catastrophiques où la machine devient le gouverneur du monde. Il n'y aura jamais des élections, ni des présidents, ni des États, ni rien du tout. Un serveur central caché dans un endroit qu'on ne connaît pas, et c'est lui qui gouverne. D'ailleurs, entre parenthèses, les clouds, le computing cloud, hein, iClouds, actuellement, lorsque vous voyez les plus grands providers, ce sont les Américains. Mais lorsque vous consultez les statistiques, quels sont les pays qui les utilisent mieux, vous ne trouvez sur les 15 pays dominants, vous ne trouverez pas l'Amérique. Ça veut dire quoi? L'Amérique nous présente une technologie, l'USA, mais elle ne l'utilise pas en force. Donc il y a beaucoup de débats d'ordre éthique, d'ordre moral sur la question de la technologie. Maintenant, passons à l'argumentation pratique du point de vue scientifique en défaveur du bonheur lié à la technologie, et ça sera divisé sur trois aspects principaux, au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau systémique. Je passe au niveau individuel. Chacun de nous utilise un PC. Généralement, il ouvre plusieurs angles. Donc, il commence de travailler sur une tâche, après une autre tâche, etc. etc. Là, il va disperser son attention et sa concentration cervicale sur plusieurs tâches à la fois. Or, c'est hors humain. D'ailleurs, cela a été formalisé par un concept qui est devenu très fameux par Linda Stone, qui est une ancienne d'Apple et de Microsoft, écrivaine et consultante. Elle a innové le concept de l'attention partielle continue. Ça veut dire que je dois me concentrer sur plusieurs aspects à la fois en utilisant une technologie. Ce problème devient plus grand. Lorsqu'on parle par exemple de la messagerie électronique, de l'email, de la messagerie instantanée, des fenêtres de la messagerie qui sont ouvertes en arrière-plan de mon écran. Tout cela nécessite que je dois me concentrer. Lorsqu'on parle des applications qui sont dotées par
des spécificités de notification. Tout le temps, cela interrompt quoi? Mon attention, je suis en train de parler avec mon collègue Meki, il y a un bip, c'est mon portable, je vis comme ça, de façon instantanée et inconsciente. Or, ce genre de comportement était considéré comme un comportement impoli à un certain moment. Maintenant, il est devenu quelque chose de tolérable dans la sphère publique, que quelqu'un interrompt sa relation humaine pour être branché à une relation virtuelle. Tout cela pose un problème majeur pour l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que actuellement on est dans les alentours de 4,4 milliards d'internautes dans le monde. Et que quotidiennement, il y a dans les alentours de 280 milliards d'emails échangés par jour. C'est immense comme chiffre. C'est immense comme réalité. D'ailleurs, dans les pays développés, on parle le droit à la déconnexion. À un certain moment, on parle de l'harcèlement sexuel, après l'harcèlement moral, maintenant on parle de l'harcèlement textuel. Et que l'employé a le droit à être déconnecté à la messagerie. Si mon doyen, qui est mon responsable, m'envoie un email le week-end, j'ai le droit à ne pas répondre. C'est en France, c'est en Amérique, en Algérie, non. D'ailleurs, si mon téléphone je ne réponds pas, là, ça va poser problème. Je dois me justifier. Donc c'est un investissement officiel, verbal, en direct. Donc vous voyez à quel point l'employé subit de la pression, de l'harcèlement et surtout du stress professionnel. De quel bonheur parle-t-on lorsqu'il s'agit de ces pratiques-là? Il n'y a pas de bonheur. Donc, du point de vue un peu neuro-scientifique, Daniel Lifton, dans un de ses ouvrages en 2014, The Organized Mind, considère que cette thèse que le cerveau est multitâche, c'est un mythe. C'est pas vrai. Il démontre, du point de vue scientifique, avec des substances chimiques, avec des processus formels et matériels, que le cerveau humain est unitâche. Il ne peut exercer qu'une seule tâche à la fois. Il parle qu'il y a un réseau neuronal qui s'appelle fonction exécutive centrale. Ce réseau exerce uniquement une tâche à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois qu'on utilise ces devices et nous ouvrons plusieurs fenêtres à la fois et nous essayons de se garder ici et là-bas, on est en train de faire activer le cerveau selon une logique qui n'a rien à voir avec sa conception matérielle, avec sa logique de fonctionnement. Et conséquence, on va se sentir quoi? Fatigué. D'ailleurs, vous trouvez quelqu'un qui fait un téléchargement de plusieurs ouvrages, mais n'arrive jamais à lire une seule page. Tellement qu'il sent qu'il est inouï, qu'il est épuisé par rapport à ce qu'il a fait à la fois sur plusieurs aspects, il va se sentir totalement fatigué. Et par conséquent, ce qui est plus dramatique, c'est que chimiquement, il est prouvé que la matière qui s'appelle la myéline, c'est la matière qui couvre les neurones dans notre cervelle, va être détruite. C'est comme les fils électriques qui n'ont pas un couvert plastique. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Des coupes-circuits. Donc ça peut endommager gravement le cerveau. Toujours au niveau individuel, les pays développés, notamment les entreprises, ont développé des logiciels et des pratiques technologiques qui rendent l'être humain addictif et accroché à l'application et au logiciel, au point qu'il va se sentir totalement déboussolé et isolé s'il n'arrive pas à utiliser cet outil-là. Ça a été commencé à Stanford en 2010 et après ça s'est devenu une pratique dans les entreprises pour créer des habitudes et des routines d'usage en dehors du besoin intentionnel, logique de l'être humain. Donc l'usager va s'accrocher de façon intentionnelle à une application, à un logiciel, à un outil technologique, sans pourtant justifier
la finalité, pourquoi je suis, ou plutôt je fais cela. C'est le fait que quelqu'un dit que je m'ennuie, eh bien tiens, Facebook c'est le moyen pour me diversifier. De façon intentionnelle. Je fais quoi? J'allume mon portable et j'entre sur Facebook. Mais de façon intentionnelle. Pourquoi? Parce que je considère que Facebook, c'est un moyen qui me permet de me diversifier. Faire un petit La même chose que j'ai besoin de l'information, je vais entrer sur Twitter. Donc, il y a un besoin intentionnel qui n'est pas justifié. C'est dû à quoi? C'est dû à des manipulations algorithmiques utilisées par les entreprises pour rendre l'être humain accro à ces technologies. C'est d'ailleurs ce que Tim Parker, l'ancien PDG de Facebook, a déclaré en disant que Dieu seul sait qu'est-ce que la technologie est en train de faire avec les cerveaux de nos enfants. C'est vraiment malheureux de voir que des enfants, à l'âge de l'adolescence, ils ont des smartphones à l'école et aussi. Dans les pays développés, on commence à mettre des législations qui interdisent catégoriquement l'usage de ces outils. Donc, on est totalement à l'inverse du chemin et de ce qu'ils sont en train de faire dans les pays développés. Et en 2018, en août 2018, une cinquantaine de psychologues ont mis en ligne une pétition, une lettre ouverte pour dénoncer les techniques de manipulation que je viens de citer auparavant. D'ailleurs, tout le monde le constate, des problèmes de santé tels que l'obésité, tels que le stress, tels que la dépression, sont liés de façon directe avec les âges des technologies. Quelqu'un me devient arthrose. J'ai le calendrier qui me coince. Mon enfant ne fait jamais de sport, on va aller devenir obèse parce que tout le temps accroché avec le Xbox ou autre chose, avec des applications, etc. Donc tout cela est confirmé au niveau mondial. Maintenant, au niveau collectif, la pathologie la plus grave, c'est qu'il y a des tendances troublantes au niveau collectif en termes d'acceptation d'autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel il est en train de définir la structure dans laquelle nous devons acter. C'est la théorie du structuralisme développée par Anthony Giddens, dans laquelle il considère que la structure sociale, c'est elle qui définit le comportement humain. Et le comportement collectif qui va engendrer par conséquent ce qui est appelé l'intelligence collective et l'acte social collectif. Maintenant, si la structure elle est définie par le logiciel, par l'application, par l'entreprise Facebook, etc., par conséquent, il y aura des comportements qui sont totalement alignés à la logique de conception définie par les ingénieurs de cette entreprise. Et par conséquent, il y aura des dégénérescences. Je peux citer un exemple d'actualité que nous avons vécu ces derniers mois sur Facebook. Sur Facebook, pendant plusieurs mois, vous avez tous constaté ça, mais de façon plus ou moins plutôt consciente et inconsciente, tout dépend de awareness, tout dépend de la conscience de chacun de nous, c'est que les Algériens qui utilisent Facebook sont divisés en deux parties, sauf une petite minorité. D'un côté, il y a les EOF, les traîtres, les agents de la France, et d'un autre, il y a quoi? Les esclaves du système et les lichères de gouttes. Et une petite minorité restée au milieu qui ne reconnaît ni cette conception, ni l'autre. Donc, au lieu que le Facebook devienne un outil de rassemblement d'union pour le peuple algérien, pour l'aider à innover des solutions collectives pour sortir de la crise, il est devenu un moyen de division. Plus profondément, comme conséquence, c'est quoi? C'est que chaque groupe va s'isoler dans une chambre à écho. Il va parler avec lui-même. The Web et le son lui revient. La Has et le son lui revient. Au lieu d'écouter l'autre corps, il va écouter lui-même et s'isoler et s'approfondir et s'enfoncer en quelque sorte dans cette logique de plus en plus. D'ailleurs, je considère comme un des éléments qui n'ont pas poussé la barre plus haut en termes de réalisation de revendications du peuple algérien. D'ailleurs,
صح Ahmed. Au niveau systémique, ce qui est appelé par la baisse du seuil d'accès à l'information. À certains moments, pour accéder à l'information, je dois me déplacer pour emprunter un ouvrage à la bibliothèque municipale et le lire. Mais maintenant, l'abondance de l'information, elle est au point que chacun peut accéder à l'information à n'importe quel moment. D'ailleurs, une étude de l'université de